cette table ronde consacrée aux métiers de l'industrie. Alors avec nous sur cette scène de l'Agora, nous avons trois intervenants, trois acteurs majeurs du tissu économique et industriel. François Perrier, Stéphanie Coustel et Catherine Bourguès. Bonjour. Alors, qui dit métier, dit école, dit formation. Avec cette question en toile de fond, notre système éducatif actuel est-il vraiment adapté aux besoins de l'économie et de l'industrie d'aujourd'hui, avec une diversité des tâches et des compétences toujours plus grandissantes en rapport au progrès technologique et aux innovations? Un certain nombre de secteurs se retrouvent en tension et soulèvent souvent des difficultés à recruter et à trouver les profils adaptés. Stéphanie Coustel, vous êtes DRH et responsable de la négociation sociale pour la SNEF. Alors, pour rappel, c'est une entreprise qui a été fondée en 1905 à Marseille autour du génie électrique. Vous avez considérablement enrichi votre offre en termes de métiers au fil des ans. Qu'avez-vous mis en place pour répondre à vos besoins? Je crois notamment que vous avez un partenariat avec Pôle emploi et différentes écoles. Alors effectivement, bonjour à tous. Nous avons déjà en interne monté une université SNEF qui nous permet d'accompagner les évolutions de métiers, d'intégrer effectivement les nouvelles technologies, puisqu'aujourd'hui, depuis quelque temps d'ailleurs, on a observé une mutation des métiers dans l'industrie comme ailleurs, mais dans l'industrie aussi. Les nouvelles technologies ont frappé à la porte de l'industrie, tout ce qui est objets connectés, les data scientists, etc. Donc, on s'est dit qu'effectivement, il y avait des formations externes, avec notamment l'Université d'Aix-Marseille, avec qui nous sommes partenaires aussi, les CFAI, etc. Mais que ça n'était pas suffisant. Puisque là, les jeunes, vous avez une certaine culture, des compétences de base qui vous sont transmises, mais après, il faut apprendre un métier. Donc, avec l'université SNEF, ça nous permet d'intégrer finalement les jeunes, parce que cette partie-là est très importante. Quand on sort de l'école, on ne connaît pas encore le métier. Donc, on a des parrains, des tuteurs qui sont identifiés chez nous et qui parrainent comme ça un jeune, un nouvel embauché, et lui permettent d'apprendre, d'acquérir les bonnes pratiques, les gestes techniques, mais aussi tout simplement les valeurs du groupe. Merci. François Perrier, vous êtes président du groupe Gérard Perrier Industrie. Vous êtes spécialiste du génie électrique industriel. Selon vous, il y a une inadéquation totale entre les compétences acquises à l'issue de la scolarité et les besoins économiques. Pouvez-vous nous préciser, nous expliquer cela? Total, c'est peut-être un petit peu dur, mais disons qu'il y a une certaine inadéquation. Effectivement, puisque aujourd'hui on a notamment beaucoup besoin de profils techniques. Quand je dis de profils techniques et scientifiques, c'est très très large. Ça va du CAP au docteur ingénieur, c'est très très large. Et il est dommage qu'il n'y ait pas plus de jeunes qui s'intéressent à ces professions techniques. Alors je dirais que c'est certainement un échec collectif, nous en sommes tous responsables, nous en tant que peut-être parents, pour n'avoir pas su convaincre nos jeunes de s'intéresser à la technique, peut-être l'éducation, peut-être l'environnement, je ne sais pas. Je vois deux origines à cela. D'abord, pendant longtemps, on nous a parlé de la société post-industrielle de services. Pour moi, c'est une imposture, puisque ça reviendrait à dire qu'en fait, il n'y aurait plus d'avenir dans la production en France, et que donc tout ce qui nous entoure devrait nécessairement venir de très loin. Le micro, cette table, la ferraille de ce bateau, le rideau de plastique. Enfin, l'évidence nous montre que les produits manufacturés sont là pour durer, que tout ne peut pas être service, et donc il y a besoin de jeunes pour concevoir et produire cela. Donc je dirais la société post-industrielle de service, ça a été la première imposture, en fait. J'utilise des termes un peu forts, mais c'est sciemment. La deuxième imposture, c'est que trop souvent, quand on nous parle d'industrie, et qui dit industrie dit technique, on voit souvent trop les mauvais côtés. On associe ça parfois à la pollution, à la dégradation de l'environnement. C'est évident que ça peut exister. On l'a vu récemment à Rouen. Mais prenons un petit peu de hauteur. Si aujourd'hui nous vivons comme nous vivons, dans un monde où l'espérance de vie n'a jamais été aussi grande, où malgré tout, même s'il y a encore trop de gens qui meurent de faim, il n'y en a jamais aussi peu, c'est bien grâce à l'industrie, grâce à la technique. Imaginons un petit peu que nous revenions au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, il y avait sur Terre 600 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes 7,5 milliards. Tout était bio. Il n'y avait pas d'industrie. Il n'y avait pas de produits chimiques dans les champs.
tout était renouvelable. Les seules énergies disponibles, c'était le muscle de l'homme, le muscle du cheval, le vent dans la voile et parfois un peu l'eau dans le moulin. L'espérance de vie, elle était de 40 à 50 ans. On mourait massivement d'épidémies. On mourait massivement de famine. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que ce qui nous a permis de nous sortir, c'est la technique. Donc même si la technique, même si l'industrie a eu des excès qu'il faut évidemment combattre, l'industrie, ce n'est pas le problème, c'est la solution. Donc je dis aux jeunes, intéressez-vous aux métiers techniques, car c'est ceci que l'industrie demande. Et vous aurez du travail. La science est source de progrès selon vous. Est-ce que vous pensez qu'il y a une méfiance de la part des jeunes pour la science? Je pense que oui, il y a une méfiance de la part des jeunes pour la science. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, Pasteur pourrait inventer son vaccin. Parce que tout de suite, on lui dirait, mais qu'est-ce qu'il fait aux chiens? Qu'est-ce qui va se passer? Quelles vont être les conséquences de ces expériences? Il y a une défiance de la science. Peut-être parce que la science a créé des choses excessives. Hein. C'est vrai que la science, vous allez me dire, c'est aussi des armes de guerre destructrices, c'est des choses qui ne sont pas toujours très sympathiques. Mais la science, c'est avant tout ce qui permet à 7,5 milliards d'individus de vivre beaucoup mieux que 600 millions il y a 2 siècles. Catherine Bourguès, vous êtes DRH à la CMA-CGM, vous êtes d'accord avec ce que l'on vient d'entendre? Vous observez vous-même un décalage entre vos besoins et les compétences effectives de vos postulants? Alors, bonjour à tous. Alors moi, je suis DRH, mais j'étais précédemment plutôt dans l'opérationnel. Donc les métiers, ils évoluent, donc on peut faire de tout. Donc oui, on a un décalage, c'est certain. Et c'est surtout que nous, par exemple, dans le groupe CMA, on a aujourd'hui une évolution des métiers et on a besoin de faire connaître un peu plus le groupe, parce que si on résume CMA, on a tendance à dire transport maritime, on parle pollution, on parle juste un transport d'un point à un autre. Bon, il y a beaucoup d'autres métiers derrière aujourd'hui. Il y a aussi une grande volonté du groupe de faire de l'écologie, d'aller sur ce genre de sujet. Donc on a besoin de nouveaux métiers, de jeunes qui peuvent nous apporter à la fois sur la partie digitale, sur la partie écologie, sur tous ces métiers-là qui ne sont pas forcément encore trop pour nous connus dans le groupe, mais dont nous avons besoin. Et on a un peu de pub à faire pour montrer que... Est-ce que vous avez des exemples de ces nouveaux métiers? Sur la partie digitale, aujourd'hui, quand vous faites un billet d'avion, la plupart d'entre vous, je pense, vous allez sur Internet et vous réservez votre billet d'avion. Aujourd'hui, sur le maritime, c'est une chose qui se fait peu, en fait. Réserver votre transport sur la partie Internet, oui, vous pouvez aller regarder un peu la route maritime, mais vraiment faire la réservation, avoir le prix et faire tout le process que vous avez sur Air France en tant qu'utilisateur personnel, vous le faites sur Air France. Sur le transport maritime, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on est en train d'évoluer là-dessus, mais ça sous-entend de développement, ça sous-entend de la vente différente auprès de nos clients. Et ça, ce sont des nouveaux métiers ou une évolution. Donc on a à la fois 2 axes. Il faut qu'on, parfois, forme nos collaborateurs sur les nouvelles technologies et une nouvelle vision du métier. Et puis, faire rentrer des jeunes pour nous apporter effectivement toutes ces nouvelles technologies où c'est une vision un peu différente, et notamment aussi au niveau de l'écologie. Stéphanie Coustal, vous êtes dans les mêmes recherches. Quels sont, par exemple, les nouveaux métiers que l'on peut trouver aujourd'hui dans votre entreprise? Alors, on a des nouveaux métiers, notamment en lien avec tout ce qui est maintenance prédictive. C'est-à-dire pouvoir arriver à prédire que dans 1 an, 3 mois et 1 jour, telle pièce va tomber en panne. Donc du coup, ça implique derrière effectivement de nouveaux métiers en lien avec le numérique. Notamment pour cette partie-là, maintenance prédictive, des ingénieurs, des data scientists aussi. Donc ça, c'est, je dirais, l'usine de demain, mais on y est déjà, le virage a déjà commencé. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne retrouve pas non plus des métiers beaucoup plus historiques. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, des métiers, par exemple, un opérateur sur une chaîne. Bon, aujourd'hui, il est assisté par un ordinateur. Hier, il n'était pas assisté par un ordinateur. Mais peut-être que demain, le fait, son travail sera remplacé par un robot. Et cette personne, nous, en tant qu'entreprise, on a une forte responsabilité puisqu'il faut qu'on s'occupe de demain. Donc, qu'est-ce qu'il va faire avec ce robot? Demain, il faudra qu'il sache superviser le travail d'un ou de plusieurs robots. Et on est dans l'industrie 4.0. Qu'est-ce que c'est l'industrie 4.0? C'est arriver à produire mieux et plus intelligemment. Donc, produire mieux, c'est arriver à supprimer les tâches fastidieuses et répétitives. Et c'est en ça que je pense aujourd'hui, tous les jeunes qu'on a ici, cette usine de demain, elle vous intéresse.
parce que ça n'est plus celle qu'on peut avoir vue dans les films de Chaplin ou autres. Voilà, c'est complètement dépoussiérer tout ça et faire rentrer ce numérique dans l'industrie. Toutes les entreprises ici présentes ont une grande part de responsabilité. Et je vais rebondir sur ce que disait M. Perrier tout à l'heure par rapport à cette peur de la science. Je dirais ce qui est encore plus frappant, moi qui ai une formation d'ingénieur, c'est le faible nombre de femmes dans ces cursus. Et je pense que la peur de la science, c'est encore plus flagrant d'un point de vue des femmes. C'est-à-dire que, alors ça va être l'éducation aussi qui fait ça, mais il y a cette barrière un petit peu à l'entrée. C'est assez idéologique. On dit les femmes, les filles, elles sont plus faites pour les métiers littéraires, le juridique. Alors, dans les fonctions RH, il y en a beaucoup d'ailleurs. Mais non. Il faut casser ce mythe-là et dans l'industrie 4.0, la place aux femmes est là et elle est ouverte. Quel est le chaînon manquant entre les formations, entre l'école et l'entreprise? Qu'est-ce que vous faites, par exemple, Catherine Bourguès, concrètement à la CMA on dit qu'on a des difficultés à trouver les bonnes compétences pour les nouveaux métiers. Que fait l'entreprise pour former, L'entreprise a à la fois une académie interne pour former à la fois les collaborateurs et les nouveaux arrivants. On fait beaucoup de forums au niveau des grandes écoles pour pouvoir essayer de passer les messages et un peu expliquer ce qu'on fait et pouvoir amener les détails dont nous avons besoin, en tout cas toutes les compétences dont nous avons besoin après dans le groupe. Et puis le projet du groupe, c'est d'aller vers une académie un peu plus structurée pour pouvoir former aux métiers plus spécifiquement à la fois du shipping et aussi les métiers de demain dont nous aurons besoin, que ce soit dans le digital ou dans l'écologie. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, nous avons des navires où notre président directeur général a commandé en LNG. Le LNG, c'est une technique qui n'est absolument pas ce qu'on connaissait jusqu'à aujourd'hui. Ça va demander des spécificités particulières et donc on va avoir besoin de jeunes qui vont pouvoir nous amener cette nouvelle technologie. Et ça, on ne les trouve peut-être pas forcément dans les écoles aujourd'hui, ou du moins il va falloir qu'on amène le besoin. Et peut-être que nous-mêmes, on y répondra en interne pour pouvoir être sûr d'avoir les bonnes compétences dans notre groupe, en fait. François Perrier, si j'ai bien compris, il s'agit aussi d'un peu de réconcilier les mondes. Vous m'aviez dit, lorsque nous préparions cette table ronde, qu'on peut être écolo et industriel. Mais bien sûr, moi je suis écolo et industriel. C'est la solution pour un monde plus propre, ça passera par l'industrie. C'est l'industrie qui nous permettra d'avoir des voitures ou des modes de transport plus propres, quels qu'ils soient. C'est l'industrie qui nous permettra, l'industrie chimique qui permettra des produits que l'on pourra utiliser peut-être en moindre quantité et moins nocifs. L'écologie, avec 8 milliards d'individus, ça sera forcément industriel. Il n'y a pas de choix. Et pour rebondir sur ce que disait mesdames, Stéphanie, voilà. Au niveau des filles, alors ça c'est sûr, on a un manque de femmes dans l'industrie et dans les métiers scientifiques qui est criant. Alors là, s'il y a des jeunes filles qui nous écoutent, moi j'ai un tuyau à vous donner, faites des études scientifiques, faites des études techniques, et vous avez toutes les chances de trouver du travail, parce que les entreprises, sur les entreprises d'une certaine taille, aujourd'hui on cherche à avoir la mixité, et je ne devrais pas le dire, mais à compétence égale, une fille a plus de chances. Alors justement, parce qu'il n'y en a pas. Quel est un petit peu votre conseil à ces jeunes qui vous écoutent aujourd'hui, qui je pense sont un petit peu perdus, puisqu'on leur dit à la fois de faire des études, en même temps que quand ils sortent de leurs études, ils n'ont pas forcément les bonnes compétences pour répondre aux offres d'emploi qui sont proposées. Donc qu'est-ce que vous leur conseillez? Quel parcours doivent-ils faire? À quoi doivent-ils s'attendre? Alors, déjà forcément, ma réponse est un peu biaisée, puisqu'étant un industriel, je vais vous parler peut-être plus de professions industrielles. Les parcours... Tous les parcours sont bons. Il n'y a pas de... Évidemment, dans nos métiers, quand on est ingénieur, on va dire c'est le top, mais les bacs plus 2 sont excellents, les DUT, les BTS sont excellents, les bacs pro, il ne faut pas avoir peur. Les bacs pro sont des bonnes formations. En plus, maintenant, il y a des passerelles. On peut très bien faire un bac pro, puis quand on sort un petit peu en tête de classe, faire un bac plus 2, voire faire un diplôme d'ingénieur si on le veut. Et la bonne nouvelle, c'est que où vous arrêtiez, vous aurez du travail. Après le bac, au niveau bac pro, il y aura du travail. Et ça, au niveau BTS, DUT, si vous allez plus loin, il y aura du travail. Au niveau ingénieur, il y aura du travail. Donc, en fonction de son goût pour l'école ou de son appétence pour les choses théoriques, on peut tout à fait organiser son parcours. Mais n'ayez pas peur de la technique, n'ayez pas peur de la science. Nous manquons de monde.
Vous vouliez compléter Chez SNEF, on est concepteur et intégrateur de solutions multitechniques. Donc c'est vrai que, comme François Perrier le disait, on a besoin de l'ensemble de ces compétences-là. Maintenant, avec un diplôme en poche, une fois que vous intégrez une entreprise, il va falloir continuer à vouloir apprendre. Ça ne s'arrête pas à votre diplôme, en fait. Parce que, on le voit, toutes ces mutations technologiques font que ce qui est vrai aujourd'hui ne sera plus vrai demain. Donc, cette envie d'apprendre, elle ne doit pas vous lâcher. Il faut continuer, on apprend toujours. Et il faut être curieux, il faut être persévérant. Je crois que la société aussi, l'industrie d'aujourd'hui laisse beaucoup plus de place à ce qui est à la partie collaborative. Donc il y a aussi l'esprit d'équipe qui est très forte. Donc au-delà du diplôme, cultivez aussi votre savoir-être, le rigueur, le respect, la ponctualité, voilà, tout ça. Ça aussi, c'est pas tout d'avoir un diplôme, il va falloir aussi se démarquer et pouvoir progresser dans l'entreprise. Et c'est tout ça qui va vous y aider. Finalement, lors d'un entretien d'embauche, qu'est-ce qui prime? C'est d'être là, d'avoir l'envie, de pouvoir éventuellement accepter ses failles, ses défaillances au niveau compétences, mais d'avoir l'envie justement d'être reformé en interne, d'évoluer. Oui, c'est sûr que quand en entretien d'embauche, il y a une grande part de savoir-être, comme le disait Stéphanie, c'est indéniable. Le diplôme est important, c'est sûr, mais néanmoins, une envie, la pugnacité, l'envie d'apprendre, de voir d'autres métiers, de vouloir évoluer, c'est vraiment une grande part déjà de l'entretien d'embauche. Et nous, de notre côté, on a un rôle à jouer. On n'est pas comme il y a encore 10-15 ans où, limite, on faisait juste les formations d'anglais, les petites formations un peu comme ça. Aujourd'hui, il faut qu'on accompagne aussi le salarié parce qu'il a l'envie, ça c'est une chose, mais nous, il faut qu'on donne les moyens aussi de répondre à ses envies, il faut qu'on l'accompagne. Enfin, il y a une vraie gestion de carrière qui doit se mettre en place, qui est bien au-delà de ce qu'on a connu il y a une dizaine d'années, puisque comme les métiers évoluent, il faut que l'entreprise, elle évolue. Et nous, en DRH, il faut aussi qu'on évolue et qu'on suive le mouvement pour pouvoir apporter les moyens de ça, en fait. Vous sentez de nouvelles attentes de ces nouvelles générations ? C'est indéniable. Mais la première attente, je crois, c'est un vrai équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, ce qui n'était pas forcément notre cas. En tout cas, là, je parle comme une vieille, mais c'est un peu le cas. On n'avait pas du tout la même approche. Aujourd'hui, ils veulent vraiment arriver à avoir quelque chose qui soit équilibrant entre vie perso et vie professionnelle. Il y a un vrai sens de l'écologie aussi qui est qu'on ressent vraiment quand on fait des entretiens d'embauche. Ça, c'est aussi certain. Ils ont besoin de s'inscrire dans un groupe ou dans une entreprise où ils sentent qu'il y a une vraie empreinte et une vraie envie d'aller vers de l'écologie. Bien sûr qu'on peut faire de l'industriel avec de l'écologie, mais ils ont envie de le savoir, ça. Mais il y a des vrais changements là-dessus. Oui, en tout cas, nous, on le ressent comme ça. Stéphanie Coustel, vous vouliez rebondir ? Oui, j'allais dire qu'on est dans une ère où l'instantanéité est là, on le voit avec les réseaux sociaux, etc. Donc aussi, les jeunes qu'on intègre ont envie de tout de suite. Bon, malheureusement, nous, notre part de responsabilité, c'est aussi arriver à les guider et à co-construire, ça c'est, je pense, aussi nouveau, à co-construire un parcours avec eux en leur disant, il ne faut pas brûler les étapes. Voilà, là, il faut apprendre d'abord, maîtriser cette compétence-là. Puis dans un an, on se revoit, on refait un point, et puis voilà, on va évoluer ainsi, et on trace comme ça un parcours. Alors déjà pour, disons, 2 ans, 3 ans, je crois qu'aujourd'hui, c'est déjà du long terme. Voilà, donc déjà à 3 ans. Et là, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très participatif, et il faut arriver à se projeter, et il y a cette notion-là de co-responsabilité qui est vraiment prenante. Vous ne pouvez pas tout attendre de l'entreprise, et l'entreprise ne peut pas tout attendre de vous. Donc il y a quand même une notion de bien vivre qui est fondamentale. Qu'est-ce que vous mettez en place dans vos entreprises respectives pour donner envie de rester, pour fidéliser aux salariés? Catherine Bourguès, peut-être, si vous voulez commencer. Vous parlez en termes de bien-être ou des choses comme ça? Oui. Alors, effectivement, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. D'abord, on essaye de faire attention aux réunions, à ne pas les faire trop tard déjà, pour pouvoir essayer de faire en sorte qu'on n'ait pas des journées trop à rallonge. Ensuite, on essaye de faciliter un peu la vie de nos collaborateurs. On a en place une conciergerie qui permet de rendre pas mal de services auprès des salariés. La taille du groupe nous permet d'avoir ce genre de choses.
On a une salle de sport qui nous permet le midi de pouvoir faire des choses. On a un restaurant d'entreprise qui permet de ne pas obligé de sortir constamment et de courir à aller chercher quelque chose à manger. Et puis après, on essaye de mettre en place certaines choses de relationnel avec les collaborateurs, d'être à leur écoute, de faire des points assez réguliers en tant que RH pour pouvoir bien suivre et aussi passer les messages aux managers, parce que la RH, elle a son rôle, mais il y a un vrai rôle du manager. Sur cette notion de bien-être et de bien surveiller la charge de travail, etc. Donc on est un peu sur tout ça en fait. François Perrier? Oui, même chose. Je pourrais vous dire qu'on met des baby-foot partout et qu'on arrive à travailler quand on veut, mais ça serait mentir. Donc on fait des choses, somme toute, assez simples. On essaye déjà d'avoir des lieux de travail agréables. Tous nos ateliers chez nous sont climatisés. Que ce soit lumineux, on évite avoir des ateliers lumineux, avoir des ateliers effectivement climatisés, avec des postes de travail aussi ergonomiques. Dieu merci, la technique fait qu'on n'a plus vraiment de tâches pénibles physiquement, puisque maintenant on a des moyens qui nous permettent de pallier cela. Et puis, comme le disaient ces dames, on essaye de donner de la vision à nos salariés en les accompagnant dans leur progression professionnelle et par la formation interne. Et là, la formation interne, on voit bien chez nos trois entreprises, manifestement, on fait de la formation interne. Je pense que pendant longtemps, les industriels que nous sommes ont été coupables de vouloir à tout prix que les jeunes qui sortent soient directement opérationnels. Voilà. Et ça, c'était pas normal. Et je crois que maintenant, on a franchi un cap et on accepte de prendre des jeunes qui ont des formations scolaires de base, qui, comme l'ont dit ces dames, se comportent bien, sont sympathiques tout simplement, ont envie de travailler et de l'avant. Et nous, c'est notre responsabilité de leur apprendre le geste technique. Oui, on dirait que le système a un petit peu changé. On parle beaucoup, en fait, finalement, de système un peu à l'américaine. On en vient un petit peu à ça. C'est le diplôme. Le diplôme compte, mais un petit peu moins, finalement, que le savoir-être et le savoir-vivre en entreprise. Exactement. Alors, à l'américaine et également à la suisse et à l'allemande, parce que nos amis suisses et allemands, depuis longtemps, ont compris qu'un jeune qui sortait de l'école, il ne savait pas tout faire. Et depuis longtemps, ils ont des systèmes qui valorisent l'apprentissage, qui valorisent la formation permanente dans l'entreprise. Oui, merci. Stéphanie Coustel, un dernier mot. Juste un petit mot par rapport donc, au bien-être au travail. Chez SNEF, on est une ETE de province, puisque notre siège est basé ici. Alors, on est certes beaucoup moins nombreux que chez vous, Catherine. Néanmoins, une des valeurs fortes du groupe, c'est la proximité. Et en fait, on entretient des liens assez forts avec nos collaborateurs parce qu'on a un réseau d'agences, un maillage fin d'agences à taille humaine. Donc cette proximité aussi, ça permet les échanges, ça permet de discuter des projets, ça permet de discuter d'évolution. Et ça aussi, je pense que ça contribue au bien-être des salariés. Merci. Donc savoir-être, savoir-vivre, je ne sais pas si ça vous parle dans l'assistance. On peut peut-être passer à une petite séance de questions-réponses. Vous avez la parole. Est-ce que quelqu'un a une question pour nos intervenants ? Il y a une jeune fille qui passe avec un micro tout au long de la salle. Peut-être les filles qu'on entendait tout à l'heure. Elles sont là-bas, on les voit au fond. Vous avez peut-être une question ? Comment accéder au métier ? Comment postuler ? Bonjour. Bonjour à tous. Vous avez raison. En fait, il y a des métiers genre qui seraient plus pour les garçons, mais pas du tout. Il y a aussi pour les filles, et voilà. Vous voulez peut-être savoir lesquels en particulier ou tous ? Par exemple, sur les avions tout à l'heure, il y a aussi des femmes qui peuvent travailler avec, je sais pas, des trucs comme ça. Ouais, piloter un avion, je sais pas, un truc dans ce genre. Parce que c'est souvent les garçons, mais voilà, c'était avant, maintenant c'est nickel. Voilà, maintenant, tous les métiers, c'est pour tout le monde. Voilà. Vous voulez rebondir là-dessus ? Vous disiez tous les Merci. métiers. Non, vous pouvez l'applaudir. Ouais, Non, mais je suis d'accord. Je pense qu'il n'y a pas de métier pour les femmes et il n'y a pas de métier pour les hommes. Je veux dire, il y a un métier avec une compétence, que ce soit homme ou femme, peu importe, à la limite. D'accord. C'est pas le sujet. Merci. Une deuxième question peut-être avant de conclure cette table ronde. Nous avons une deuxième question là-bas. Bonjour. Bonjour. Pour vous, c'est quoi les métiers les mieux pour vous? Les meilleurs métiers. Les meilleurs métiers. Intéressant, c'est-à-dire au niveau des compétences, de la technique, du salaire, des horaires. Oui, tout à fait. Tout ça en même temps.
Moi, je vais me lancer. Le meilleur métier, c'est celui que tu as envie de faire et qui correspond à un besoin réel de l'économie. C'est celui que tu as envie de faire parmi ceux pour lesquels il y a de l'embauche. Voilà. Et souvent, on voit les jeunes se demander mais qu'est-ce que je vais faire comme métier? J'entends parfois des choses qui ne sont pas des métiers, qui sont plus, par exemple, je vais faire de l'humanitaire. C'est sympa l'humanitaire, mais c'est quoi comme métier exactement? Ingénieur, on sait. Boucher, on sait. Docteur, on sait. Donc, trouver des métiers qui existent déjà. Parce que souvent, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on invente des parcours qui n'existent pas. Parmi ces métiers, trouvez ceux qui vous plaisent. Et puis après, pour gagner beaucoup, il faut tout simplement réussir à monter dans la hiérarchie. Et pour ça, c'est le travail et la formation initiale ou continue. C'est-à-dire, plus tu as un diplôme élevé au début, plus c'est simple. Et si tu as un diplôme moins élevé, c'est pas grave, mais il faut essayer de faire les formations que proposent les entreprises pour monter dans la hiérarchie. Mais le bon métier, c'est celui qu'on aime faire. Je vais donner, François, un petit exemple. Chez SNEF, on a quelqu'un qui était électricien en usine, il travaillait chez ArcelorMittal. Il est aujourd'hui chef d'agence. Donc 19 ans après, effectivement, il y a eu du temps qui est passé, mais il est passé par divers métiers. Donc je dirais que tout est possible, il faut en avoir envie, et il faut se donner les moyens, il faut apprendre. Merci. On a une autre question. Oui? Quel est votre métier le plus important dans une... Pardon, excusez-moi. Je crois qu'on a... Quel est votre métier le plus important dans une usine? Le métier le plus important dans une usine. Oui. Peut-être le poste le plus important. Alors, tous les métiers sont importants parce que si quelqu'un ne remplit pas bien ses missions, il peut mettre en défaut l'ensemble du projet, l'ensemble de l'affaire et l'ensemble des autres collaborateurs. Donc, tous les métiers sont importants. Il n'y en a pas un qui ressort plus par rapport à l'autre. Une dernière question, ici. Alors, 2 questions. Allez-y. Comme vous aviez dit tout à l'heure, il faut plus se lancer dans un métier technique ou scientifique. Vous voulez dire quel métier en particulier, des exemples de métiers? En fait, on pensait plus à des formations qu'à des métiers. Mais derrière, ça va déboucher sur un peu tous les métiers. Effectivement, Stéphanie est ingénieure, elle se trouve dans les ressources humaines. Donc, mais elle travaille, je parle à sa place, dans une entreprise technique. Donc, même pour embaucher des jeunes, si elle comprend la technique, ce sera plus facile. Donc, en fait, dans l'industrie, qui est par définition technique, la technique peut déboucher sur tous les métiers. Alors, évidemment, tu vas penser d'abord au métier de conception, d'ingénieur de conception, de bureau d'études, mais pas seulement. Dans la production, c'est un plus d'être technique. Et dans la vente, c'est un plus d'être technique, parce que si tu veux être vendeuse d'un produit, si tu le comprends, c'est quand même plus facile. Si demain, tu veux vendre des téléphones portables et tu sais comment ça marche, ou des voitures et que tu sais comment ça marche, ça sera plus facile. Et Stéphanie nous le prouve. Pour embaucher dans les RH, quand on comprend la technique, c'est aussi plus facile. Donc pour répondre à ta question, la technique, la science et la technique dans l'industrie mènent à tout. C'est un passeport d'entrée. C'est un passeport d'entrée pour tout. Une dernière question, le temps est presque fini. Une dernière question. Bonjour, je suis conseillère en insertion socio-professionnelle, donc j'accompagne des jeunes au quotidien. J'accompagne souvent des jeunes qui butent pour trouver une entreprise, pour mettre en place une alternance. Alors vous avez vos académies qui préparent les jeunes diplômés à vos métiers. Pourquoi vous ne sollicitez pas plus ce dispositif? J'ai eu dernièrement un jeune qui cherchait à mettre en place un parcours en BTS froid industriel. Il n'a pas trouvé. Il travaille aujourd'hui à la plateforme du bâtiment à Marseille. Alors, on prend beaucoup de jeunes en alternance. Maintenant, on a une mission là-dedans, on a une responsabilité. Parce qu'il faut qu'au bout, le jeune, il réussisse, il connaisse un métier, il a un diplôme en poche. Donc, en fait, on a un quota d'alternants qui est presque imposé pour que ça soit un succès. Parce que pour chaque alternant, il faut qu'il ait un tuteur. Un tuteur d'alternant, c'est une personne que l'on forme en interne à être tuteur. N'importe qui ne peut pas accompagner un jeune dans un métier. Donc si on veut bien le faire, on est obligé à un moment donné de dire là on en a déjà 8 dans telle équipe, ça suffit. On ne saura pas bien les accompagner les autres. Donc on essaye de faire tout ce qu'on peut. Maintenant, c'est vrai que l'alternance prend de plus en plus de poids en France et tant mieux. Je trouve que c'est un très bon moyen pour mettre un pied dans l'entreprise. Maintenant, les entreprises ont aussi des capacités. Après, les entreprises aident aussi les jeunes qui cherchent un travail. SNEF, par exemple, on est partenaire de Un par un emploi, Sans chance sans emploi également. Donc localement, on est très actifs. On essaye de faire de notre mieux.
mais on ne pourra pas couvrir et prendre l'ensemble des alternants peut-être. On essaye de faire le maximum. Merci pour ces réponses. Le temps imparti est fini. Merci à tous d'avoir participé à cette table ronde. Vous pouvez les applaudir. Je vous laisse rejoindre la sortie qui est sur la gauche. Merci à tous.